Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires, durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et sur notre site internet, à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 38. À l'ouest, toujours rien de nouveau. Les années 355-375 sont une période moins flamboyante pour les Francs d'Empire. Du moins, c'est ce qu'on déduit des écrits des auteurs romains de la période. Dans l'entourage immédiat des empereurs, pour le dire simplement, c'est comme si nos héros s'étaient subitement volatilisés après une période faste des années 50. Des Goths, des Alamans ou de vulgaires Germains, dans tous les sens du terme, ça oui, dans les sources, on en trouve. Mais des Francs dans le haut commandement, que nenni Heidi. Mais rassurez-vous, braves auditeurs, cela ne veut pas dire qu'ils ont disparu pour de bon. Au contraire, ils préparent leur grand retour qui va étonner le monde romain pour les 25 ans à venir. Un comeback spectaculaire qui se construit silencieusement durant ces 2 décennies et dont le premier héros s'appelle Mérobo. À la fin des années 60, si on en croit la quasi-totalité des sources sur l'Empire, les Francs ont quasiment tous disparu de la scène politique romaine. À part peut-être Arbétion, le conseiller machiavélique de Constance II, qui lui semble traverser ces 2 décennies avec un rôle politique significatif, en manœuvrant intelligemment comme un bon opportuniste qu'il est, plus qu'en gagnant de véritables batailles. Notre général franc ambitieux réapparaîtra après son coup d'éclat contre Sylvain, jouera un rôle dans les procès d'épuration menés par Julien en 363 et servira les nouveaux empereurs jusqu'aux années 70. Mais Arbétion, c'est l'exception, plus que la règle. Ce qui se comprend facilement d'ailleurs, car après la révolte de Sylvain, on a dû assister à une sacrée purge des officiers supérieurs francs impliqués dans le complot, vrais coupables ou simples suspects, surtout connaissant Constance II et sa paranoïa légendaire. Et pour ceux qui ont réussi à passer entre les gouttes ou à prouver leur fidélité au régime, il est probable que ni eux, ni les auteurs n'aient voulu trop insister sur leur origine pendant un moment, en les qualifiant probablement juste de Germains dans les textes, histoire que tout le monde oublie un peu tous ces vilains récits de rébellion et que se dissipe la réputation très sulfureuse des Francs. Donc, c'est compliqué que de nommer un seul nouveau Franc d'Empire célèbre durant ces 2 décennies. En tout cas, en haut de la pyramide sociale et militaire. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont disparu par contre. Au contraire, le plus probable est qu'on en a un bon nombre dans l'armée romaine, avec les recrutements massifs opérés par les dirigeants successifs à l'ouest depuis Magnence. Mais simplement, la majorité doit se trouver plutôt en bas ou au milieu de l'échelle hiérarchique, puisqu'on a dû purger sévèrement au niveau de la tête. En fait, plusieurs de ceux dont on va parler dans les 3 dernières décennies du IVe siècle ont dû commencer leur carrière à ce moment-là, autour des années 50 et 60, en tant qu'officiers subalternes, apprenant leur métier sous Magnence, Sylvain ou Julien. De jeunes officiers servant l'Empire dans un rôle mineur, avec un soutien familial suffisant ou des capacités militaires exceptionnelles et qui vont réussir à s'imposer à la tête de l'armée lorsqu'ils auront pris un peu de galon quelques années plus tard. Et que la sale réputation de traîtrise du Franc d'Empire se sera un peu estompée. Et parmi cette masse encore indistincte de jeunes officiers, il y a un homme, appelé à un destin extraordinaire. Un soldat du nom de Mérobo, un jeune officier franc qui se voit confier un honneur à peine croyable. Mérobo, dont on ne sait absolument rien d'autre à ce stade, sinon qu'il est parti servir l'armée romaine en Mésopotamie, dans la campagne malheureuse contre les Sassanides, est choisi pour escorter le cercueil de Julien. Mérobo entre donc dans l'histoire comme croque-mort de luxe en juin 363, dans les environs de Bagdad. Oui, alors croque-mort,
tu es un peu sévère avec notre petit robot mérovingien. Rappelons-nous quand même que les rites funéraires, c'est important chez les Romains, notamment les païens. Donc, ce n'est pas une mission à 2 sesterces, et il y a fort à parier que c'est un honneur de remplir ce rôle de Men in Black. Et d'ailleurs, au vu de la popularité de Julien à l'Ouest, les généraux de l'armée ont dû chercher un officier avec un peu de crédit chez les Francs d'Empire pour rendre les derniers hommages à leur empereur adoré. Donc, même sans information plus précise, on peut émettre l'hypothèse que Mérobo n'est peut-être pas le kidam qu'il semble être 17 siècles plus tard. Peu probable qu'on ait choisi un officier obscur pour cette tâche. Mais avant de penser à la dépouille de Julien, j'imagine qu'il y avait aussi d'autres priorités, été 363, alors que Rome est en plein milieu de son conflit avec les Sassanides. Pour les généraux en chef de l'armée de Julien, il faut prendre des décisions importantes dès la mort de l'empereur pour le salut de tous. Et à commencer par se trouver un nouveau leader suprême. Parce que, bloqué en plein territoire ennemi, en panne de ravitaillement et harcelé par l'armée perse, tout le monde comprend qu'on est à la veille d'une catastrophe si le commandement de l'armée sombre dans le chaos. Les Romains ont besoin sur le champ d'un empereur pour se sortir du guêpier dans lequel Julien les a laissés en trouvant bêtement la mort quelque part au nord de Bagdad. Et c'est là que ça va se corser, le lendemain même de la mort de l'empereur, car Julien n'a pas d'héritier désigné, ou évident. Personne n'a apparemment prévu l'éventualité de sa disparition si jeune, et vous vous rappelez que grâce à Constance, Julien était à peu près le dernier représentant mâle encore en vie dans sa propre famille. Il lui reste un seul vague cousin maternel pour le coup, du nom de Procope, mais pas mal de soupçons de trahison pèsent sur cet homme, qui n'a donc pas à la base la confiance de l'armée. Et puis surtout, Procope n'est pas là sur les bords du Tigre avec la troupe de Julien, car il mène des opérations au nord, en Arménie. L'armée de Julien, elle, est coincée près de Ctésiphon, en plein cœur du pays ennemi, et a besoin de solutions immédiates, ce qui disqualifie donc le cousin pour la succession. Mais ce qui ne règle pas le problème. Car l'armée romaine est divisée en juin 363, et en particulier entre 2 blocs, épousant sans doute les vraies lignes de démarcation de l'Empire à ce stade. D'un côté, les officiers de l'Ouest souhaitant nommer l'un des leurs, vraisemblablement un païen comme Julien, et issu de son armée d'Occident, tandis que l'armée de l'Est et ses chefs, les vieilles troupes de Constance, veulent plutôt un oriental, et plutôt un défenseur de la foi chrétienne. Une bonne vieille dispute qui en dit long sur l'état réel d'unité de l'Empire, mais qui tombe mal, alors que l'armée est en train de se faire encercler par les Perses. Au final, au milieu de ce bazar, et sans qu'on sache tout à fait comment, un candidat de compromis va sortir du chapeau. Un jeune officier supérieur illyrien nommé Jovien, chef de la garde de Julien et chrétien modéré, va être élu, un peu par surprise. Sans doute un homme pas trop marqué dans un camp ou dans l'autre et vu comme assez compétent pour tous les sortir de ce pétrin. Et ainsi, Jovien monte sur le trône le 27 juin 363, à 31 ans. Alors soyons honnêtes, cette élection ne va pas faire de miracle non plus. Jovien, dans l'incapacité de retourner la situation militairement, se décide à conclure une paix affreuse avec les Perses en cédant plusieurs provinces et places fortes de Mésopotamie. Un traité déshonorant pour beaucoup, mais qui a le mérite de sauver l'armée, qui peut faire retraite vers Constantinople cet été-là et se tirer du traquenard dans lequel Julien l'a plongé. Et c'est ainsi que commence l'aventure de Mérobo, jeune officier de l'Ouest en charge d'escorter la dépouille de Julien, en tandem d'ailleurs avec le fameux cousin de Julien, Procope, qui a fini par arriver après l'élection. Il n'a peut-être pas été choisi comme empereur, mais lui aussi fait partie de l'équipe de croque-mort de luxe de l'empereur défunt, en route vers sa dernière demeure en Asie mineure. Sympa cette nomination surprise de Jovien. Quand on pense au nombre d'usurpateurs qui ont dû se battre jusqu'à la mort en essayant d'obtenir le trône, et lui qui se fait élire sur un malentendu, car il passait juste là au bon moment, chapeau. Mais soyons honnêtes, la plupart des généraux ont dû trouver que Jovien, homme compétent mais pas très influent, était un bon compromis. Acceptable par tous, puisqu'aucun des chefs de l'armée n'était assez fort pour s'imposer lui-même. Mais aucun n'avait aussi probablement envie d'un empereur au trop fort caractère qui lui chierait dans les bottes le lendemain. D'ailleurs, et ce n'est peut-être pas un hasard, la plupart d'entre eux étaient eux-mêmes des barbares d'empire. Des Germains, des Sarmates, des Alamans. Un détail dont on va reparler, mais qui peut expliquer le choix d'un outsider comme Jovien,
qui avait le mérite d'être un véritable Romain, lui. En tout cas, la descente aux enfers de l'Empire ne va pas s'arrêter là, puisque Jovien ne reste pas sur le trône très longtemps. Quelques mois après son élection, le jeune officier meurt assez bêtement, en s'asphyxiant avec un brasero, pas très loin de Constantinople. Une fin tragicomique qui laisse l'armée dans la même situation et les mêmes débats pour choisir son successeur. Même cause, mêmes effets. Après pas mal de tergiversations, un nouvel officier tout aussi improbable sort du chapeau, un certain Valentinien cette fois, avec à peu près le même pédigré que Jovien d'ailleurs, c'est-à-dire un officier illyrien compétent, mais pas un top général, issu d'une bonne famille de citoyens romains, et lui aussi, chrétien modéré. Le choix raisonnable donc, le bon compromis pour éviter qu'on se déchire dans l'armée, alors qu'on vient juste de se sauver du désastre en Mésopotamie. À croire que vraiment, la division et la méfiance devaient être critiques, vu que Valentinien, à peine nommé empereur, va devoir calmer ses propres troupes et leur donner des gages sur son projet politique. Ce qui ne manque pas de sel pour un empereur supposément bien au-dessus du commun des mortels. Première décision et pas des moindres, Valentinien accepte de s'occuper de la partie ouest en priorité. Et par conséquent, accepte de choisir immédiatement un co-auguste pour gérer l'Est en partenariat avec lui. Et oui, tout puissant que soit l'empereur, l'armée de l'Ouest n'accepte apparemment la nomination d'un Romain chrétien sur le trône qu'à la condition qu'ils viennent s'occuper en priorité de leur propre partie d'empire. Et notamment de la Gaule, qu'ils ont dû laisser pour suivre Julien et qui commence sérieusement à souffrir de l'absence de l'armée impériale. Et l'armée de l'Est, elle, accepte seulement ce compromis à condition que eux aussi puissent disposer de leur propre empereur, localisé en Orient. Mais bon quand même, pour un empereur, que l'image d'Épinal d'aujourd'hui nous montre comme omnipotent, ça la fout un peu mal. En tout cas, tout le monde a dû se dire que c'était la garantie de ne pas revivre le bordel des guerres civiles Est-Ouest à répétition des 15 dernières années. C'est sans doute pourquoi personne ne bronche quand Valentinien passe ce deal bizarre et nomme comme numéro 2 et empereur de l'Est un homme dont la fidélité ne fera aucun doute. Un certain Valens, qui, comme c'est pratique, est son petit frère. Un jeune homme qui ne trahira donc sûrement pas son aîné. Pour ce qui est de la compétence, c'est une toute autre histoire comme on va vite le voir. Mais en tout cas, dans un premier temps, la guerre civile semble écartée avec un gars pareil. Mais nouvelle dynastie ne veut pas forcément dire nouveau problème. On a peut-être changé le nom des acteurs principaux, mais c'est toujours le même scénario. L'Empire ne va pas souffrir de trop de leadership, avec 2 empereurs à sa tête. La décennie qui court de 364 à 375 a un petit côté déprimant, avec une succession monotone des mêmes mots qui accablent l'Empire depuis des décennies. La même histoire apparemment, et les mêmes problèmes, mais qui se succèdent avec une frénésie improbable. D'abord, les révoltes internes et usurpations vont secouer les 2 parties de l'Empire, encouragées par le manque de légitimité de la nouvelle dynastie. La première et la plus célèbre étant celle du fameux Procope en 365. Le dernier petit cousin de l'empereur Julien, et l'homme qui avait accompagné le franc Mérobo 2 ans plus tôt pour amener le cercueil, décide de se rebeller contre Valence. Procope, usurpateur célèbre et malheureux, qui va s'emparer un temps de Constantinople et rameutera à lui quelques troupes, mais pas assez pour faire la différence. D'autant que la plupart des notables refuseront de se rallier à lui, à commencer par notre vieil ami le franc Arbétion, que Procope va tenter de tirer de sa retraite, mais sans succès. Notre franc d'empire, toujours fin politique, verra bien que cette histoire est mal embarquée et restera fermement dans le camp loyaliste derrière Valence. Procope finira donc mal avec son insurrection matée dans le sang. Un peu comme la demi-douzaine d'autres usurpations qui vont surgir un peu partout à travers l'Empire durant cette décennie. Afrique, Bretagne, Syrie, Cilicie, rébellions successives qui seront toutes écrasées par l'un ou l'autre des 2 co-empereurs et qu'on ne va pas lister ici, mais qui ne leur laisseront que peu de repos, à eux et à leurs officiers, pour garder l'Empire sous contrôle. Car au même moment, il faut être clair, ce n'est pas comme si les campagnes militaires aux frontières se calmaient. En fait, c'est plutôt l'inverse, avec une succession ininterrompue là aussi de conflits sur à peu près toutes les frontières, sauf celle des Francs d'ailleurs. À l'est, Valence passe ses 10 ans à courir entre la Mésopotamie et le Danube, pour affronter alternativement les Perses sassanides et les Goths. Car les Perses sassanides
restent redoutables depuis qu'ils ont arraché une paix hyper avantageuse en 363 avec l'empereur Jovien. La lutte avec Rome va continuer pendant cette décennie avec plus ou moins d'intensité sur ce front, où Valens tente de récupérer les terres perdues par les Romains, mais sans trop de succès. Quant aux Goths, un certain nombre d'entre eux se sont impliqués dans les embrouilles internes de Rome en soutenant le fameux usurpateur Procope. Et de cette très judicieuse ingérence va naître un conflit avec l'Empire qui durera des années, obligeant aussi Valens à combattre fréquemment sur le Danube. Et ça, c'est seulement à l'Est. Parce qu'à l'Ouest, c'est encore plus intense pour le grand frère valentinien qui n'a pas choisi la partie d'Empire la plus facile à défendre. Là aussi, lister tous les conflits serait fastidieux. Mais concrètement, l'empereur en Occident doit se démultiplier sur toutes ses frontières pour gérer les conflits à répétition. Une décennie ininterrompue de lutte contre à peu près tout le monde. Invasion des Alamans sur le Rhin en 365 et 366, invasion de l'île de Bretagne par les Pictes, les Scots et leurs alliés irlandais en 367, attaque des Saxons dans le nord de la Gaule en 370, et ainsi de suite. En fait, chaque année, ce n'est pas une campagne militaire que doit mener Valentinien ou Valens, mais c'est 2 ou 3 en simultané, contre des envahisseurs ou des rebelles, ou les deux. Une course effrénée pour l'empereur de l'Ouest en tout cas, qui finira mal d'ailleurs. Effectivement, ça ressemble un peu à une auberge wisigothe, l'Empire romain à cette époque. Et la situation ne s'est clairement pas simplifiée sous le règne des Valentiniens. Bon, on n'a pas directement de Francs impliqués pour une fois. Sans doute parce qu'ils se sont pris pas mal de coups dans la gueule lors des 2 précédentes décennies. Mais pour tous les autres barbares, c'est open bar. Et du taf à revendre pour les armées romaines. Et comme on le sait, d'après ce fameux second principe de la thermodynamique, les emmerdes se déplacent toujours en turma. J'imagine qu'il n'y a pas que les révoltes armées qui occupent les empereurs à ce stade, n'est-ce pas ? Doit bien y avoir d'autres soucis un peu vicieux prêts à tomber sur le coin du nez des Valentiniens, non ? Pas mal en fait, et là aussi ça serait long de tout lister. De la corruption endémique de l'Empire aux relations compliquées avec le Sénat, en passant par les débats théologiques au sein du christianisme, dont on va reparler, le règne de Valentinien n'est qu'une suite de disputes et de problèmes en fait. Et puis, il y a aussi les soucis de famille, qui vont pas mal occuper l'empereur de l'Ouest. Puisque l'une des raisons de l'instabilité chronique dans l'Empire, c'est la question de succession, avec un trône si peu légitime. Une question que Valentinien doit régler en priorité. Ne pas être entouré d'un clan familial solide est toujours un problème pour un empereur en règle générale. Car sans successeur à l'Ouest clairement établi, la tentation de l'assassinat pour récupérer le trône est tentante pour tout usurpateur en herbe, comme l'a bien démontré Magnence 25 ans plus tôt, en trucidant puis en remplaçant Constant, qui n'avait ni enfant ni successeur. Alors évidemment, Valentinien a dû se poser la question dès sa montée sur le trône. Et plus particulièrement en 367, où notre homme, très malade, a bien cru passer l'arme à gauche. Comme son entourage d'ailleurs, qui s'est mis à spéculer et à comploter alors qu'il n'était pas encore refroidi pour savoir qui allait lui succéder. Le petit bazar qu'a créé ce passage à vide a dû sonner comme une alarme pour Valentinien. Au point où, pour couper court à ce genre de mauvaise ambiance, il décide tout à coup de nommer son fils co-Auguste et successeur officiel s'il devait vraiment lui arriver malheur. Et voilà comment, après avoir nommé Valens co-Auguste de l'Est, le fils de Valentinien, un certain Gratien, devient co-Auguste de l'Ouest en 368. Alors, le plan de stabilisation de l'empire de Valentinien a quand même 2 gros défauts. Le premier, c'est évidemment l'âge du capitaine, car Gratien en 367 a précisément 7 ans. Un âge qui le rend difficilement crédible pour faire trembler le moindre officier un peu ambitieux s'il devait arriver malheur à Valentinien. Et deuxième problème, qui se cumule au premier, c'est que malgré une éducation soignée et une intelligence remarquable, tout semble indiquer, dans les années qui suivent, que le fiston n'a absolument aucun goût pour l'armée ou le gouvernement en général. Un garçon brillant qui n'a juste pas la vocation pour les hautes responsabilités. 2 problèmes qui vont se compliquer d'ailleurs, car Valentinien décide de rajouter une petite dose de sel dans sa situation familiale 3 ans plus tard en 370. Selon une version sans doute très romancée, Valentinien rencontre une des femmes de l'entourage de son épouse cette année-là. Une servante de la reine, répondant au doux nom de Justine et qui... Eh oui, Justine est une femme d'une beauté si troublante
que Valentinien va soi-disant changer la loi pour l'épouser sur le champ et s'offrir une deuxième épouse, en gardant pas loin la première, qui ne lui avait rien fait, mais qui apparemment n'arrivait pas à la cheville de la bombe qu'on lui a présentée. Bon, c'est une belle version, mais qui ne tient pas trop la route. Le plus probable, c'est que Valentinien divorce de sa première femme, qui, sinon qu'elle est la mère de son fils Gratien, ne lui apporte pas de soutien politique tout bêtement, puisqu'il l'a épousée à l'époque où il n'était qu'un officier supérieur parmi des dizaines et des dizaines d'autres. Mais comme le mot divorce écorche les oreilles des auteurs chrétiens, un historien créatif a inventé sans doute cette belle version d'une bigamie légale. Pour le reste, Valentinien a sans doute une autre raison de prendre cette Justine pour épouse que sa plastique superbe. Car on a déjà parlé de Justine, mais vous serez pardonné si vous ne vous en rappelez pas. Justine a fait une brève apparition lors de l'épisode 27. Une jeune adolescente, mariée à l'époque pour des raisons politiques, à une vieille connaissance. Et oui, Justine fut pendant 3 ans la femme de l'empereur de l'Ouest, le vieux Magnence. J'adore cette anecdote et ton analyse, Xavier. Ça sonne tellement plus vrai, et maintenant que tu le dis, je m'en rappelle. Une fois que Magnence s'était pris un râteau de Sainte-Constance et avait compris que Constance II ne ferait jamais la paix avec lui, il avait sauté sur la petite Jeunette, vu que le hashtag Mikwokwe n'existait pas encore à l'époque. Désolé pour l'image, mais bon, il avait déjà plus de 50 ans et elle à peine 10 ans ou plus. Ce mariage entre Magnence et Justine, même à 1700 ans d'écart, ça reste bien choquant quand même. Justine, la MILF, est maintenant une belle veuve d'une trentaine d'années à ce stade, et probablement l'une des toutes dernières descendantes de Constantin le Grand ou de sa famille. On imagine donc facilement que Valentinien a dû se dire qu'il n'y avait pas de mal à joindre l'utile à l'agréable, le côté bombasse est en somme toute juste un bonus inespéré. Un mariage au premier regard peut-être, mais un mariage politique à coup sûr pour sécuriser un peu plus son trône. Parce qu'autant qu'on puisse en juger, ce n'est sûrement pas son caractère docile qui a dû décider Valentinien à choisir cette Justine. D'abord, car la nouvelle impératrice va se révéler être une femme politique n'ayant peur de rien ou de personne pour arriver à ses fins. Ce qui n'est jamais facile pour un époux déjà pas très sûr de son trône. Et ensuite, ce n'est pas la plus parfaite union d'esprit entre les deux, vu que les nouveaux époux ne sont pas dans le même camp religieux. Valentinien et Justine sont tous les deux chrétiens, d'accord, mais Justine est de confession arienne, une branche de la chrétienté en pleine expansion à l'époque, mais qui est en conflit ouvert avec l'autre branche du christianisme désignée sous le nom de Nicéens, à laquelle appartient Valentinien. Et en 370, ce n'est pas le genre de petits désaccords mineurs, donc sauf à vraiment aimer le risque, les convictions religieuses de Justine sont un gros obstacle à ce mariage que Valentinien va contourner, au vu de l'intérêt politique. Quoi qu'il en soit, le mariage a donc lieu en 370. Et c'est un mariage assez réussi selon les critères de l'époque, puisque 4 enfants vont naître en moins de 5 ans, ce qui constitue toujours une petite performance pour la maman, au 4e comme au 21e siècle. Et parmi les 4, un garçon, naturellement appelé Valentinien, qui devient tout à coup le premier descendant commun de la dynastie constantinienne et valentinienne. Ouh là là, on sent l'embrouille venir d'ici. Un garçon aîné, né d'une première femme inconnue, promu co-empereur par décision impériale et calcul politique, mais sans trop de talent ni de légitimité pour régner. Et de l'autre côté, un petit frère qui arrive par surprise, après coup, et qui est le descendant des 2 plus grandes familles du IVe siècle, et dont la maman est une femme politique à poigne. On dirait qu'on a tous les ingrédients pour une belle augmentation d'entropie, non ? N'empêche, je ne sais pas exactement comment Valentinien devait gérer tout ça, mais entre les usurpateurs à gogo, les barbares un peu partout autour de lui, sa double famille et ses 5 enfants, et un conflit religieux à la maison, le gars devait vivre avec un paquet de stress ou avoir un sang-froid à toute épreuve. Mais cela ne nous dit pas où est passé notre robot mérovingien, Mérobo, du début de l'épisode. Il est passé où ton chauffeur de corbillard franc en 363, maintenant que tu as couvert les 10 ans de valentinisme ? Impossible à dire, même si vraisemblablement, il est resté à servir Valentinien et à gravir les échelons militaires pour arriver dans les plus hautes sphères, autour de 374. Car cette année-là, l'empereur de l'Ouest doit une nouvelle fois prendre sa spata et enfiler sa cuirasse et partir vers l'Est pour mener campagne en Pannonie, autour de la Slovaquie et de la Hongrie moderne.
Une nouvelle campagne militaire contre des barbares. Une de plus. Une opération qui l'oppose cette fois aux Quads, une tribu germanique qui a déclenché les hostilités contre Rome. Des Germains qui ont eu le toupet de se plaindre des incursions romaines sur leur territoire et de la construction d'ouvrages de défense rive gauche du Danube. Plainte totalement justifiée par ailleurs, devant un véritable empiètement territorial commis par l'Empire. Mais bon, qui a dit que Rome se devait de respecter les règles qu'elle impose aux autres? En tout état de cause, l'Empire a su répondre de belle manière à ces insolents de Quad en 374. Puisque pour calmer les choses, Valentinien s'est laissé convaincre de remplacer le gouverneur initial, maladroit, par un jeune noble ambitieux. Alors, changer de responsable peut marcher, quand une situation s'est mal engagée. Si tant est que le nouveau boss est un peu plus malin que le précédent. Ce qui, malheureusement, ne se révèle pas exact pour le nouveau gouverneur. Décidé à frapper un grand coup pour sa prise de fonction, l'homme fait semblant d'accepter les négociations avec le roi des Quads, qu'il fait venir côté romain pour trouver un compromis. Et bien inspiré, et d'une rectitude morale parfaite, le Romain attend le banquet de fin offert pour clore les discussions et fait sournoisement assassiner le roi. Une belle manière de calmer les choses avec le peuple Quad qui, fou de rage devant la traîtrise, lance une guerre totale de représailles contre Rome fin 374. Une nouvelle tuile donc, que Valentinien doit gérer, qu'il le veuille ou non. L'empereur laisse donc derrière lui Gratien, l'adolescent co-empereur en charge de la Gaule, laisse sa tendre et chère Justine et part au printemps 375 pour la frontière danubienne avec ses deux meilleurs généraux, un Romain du nom de Sébastien et notre Mérobo, qui fait son retour remarqué dans notre histoire en tant que chef d'armée romain. Et c'est entouré de ces deux hommes, dont un franc, que Valentinien va reprendre les hostilités contre les Quads au printemps 375. Impossible de dire précisément ce qu'a fait Mérobo pendant les 10 dernières années, mais son élévation comme chef d'armée, reportant à l'empereur, prouve qu'il n'a pas dû chômer. Le voilà maintenant en charge d'un corps d'armée, reportant directement à Valentinien et pilotant la nouvelle campagne militaire qui s'engage. Une campagne militaire comme des centaines d'autres campagnes contre les barbares de Germanie. Mais une campagne qui va marquer l'histoire de par son dénouement improbable et qui va déclencher une réaction en chaîne complètement imprévisible dont notre héros, Mérobo, sera le grand bénéficiaire. Mais ceci est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.